Bonjour et bienvenue dans le TDDS enregistré. Dorénavant, le TDDS sera une vidéo enregistrée que tu pourras regarder quand tu le souhaites, que ce soit sur le groupe DS des temps modernes ou que ce soit sur ma page YouTube, l'éveil de la magie. Donc aujourd'hui, nous allons aborder les 5 blessures de l'âme dans ce TDDS. Donc les blessures de l'âme, qui sont donc au nombre de 5, nous avons le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation et la trahison. Donc, je vais te parler de chacune de ces blessures. Je vais t'aider à mieux les comprendre, à mieux comprendre peut-être aussi comment fonctionnent les gens autour de toi. Et puis surtout, comment tu fonctionnes toi, pourquoi par moment tu peux avoir des réactions qui sont pas forcément appropriées ou tu peux t'en rendre compte ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, comment à travers ces blessures qu'on a tous, on peut se permettre d'interagir avec les autres. De quelle manière, en les comprenant mieux, on peut apprendre à communiquer plus facilement avec les autres. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais t'apporter en te parlant des 5 blessures de l'âme. Donc, nous allons commencer avec le rejet. Donc, le rejet, la peur qui se cache derrière, c'est vraiment la peur de ne pas avoir de valeur. On a peur de s'incarner dans ce monde. On a peur d'exprimer notre vérité. Et ça va être vraiment ça qui est important. C'est de quelle manière je peux exprimer ma vérité, de quelle manière je peux montrer ma valeur. Le souci qui se présente, c'est qu'effectivement, comme on a appris depuis qu'on est enfant, en tout cas, c'est les ressentis qu'on en a, attention, hein, mais on manque de valeur, qu'on n'en a pas forcément, on aurait plutôt tendance à dire des phrases comme je suis nul, je suis bon à rien, de toute façon, je n'ai pas de valeur, je n'ai pas d'importance. Eh bien, on ne sait pas quelle est vraiment sa propre valeur. Donc, dans des situations où on se sent justement rejeté, on aura tendance à faire ce qu'on appelle de la fuite. On va fuir une situation. Donc, je vous prends un exemple. Par exemple, vous êtes au milieu d'un groupe de personnes qui est en train de discuter. Vous ne savez pas comment vous exprimer. Vous ne savez pas comment amener votre point de vue, amener votre propre vérité. Et vous allez avoir l'impression que de toute façon, il n'y a personne qui vous regarde, que de toute façon, personne n'est conscient que vous êtes là, que vous êtes présent. Vous allez vous sentir donc rejeté et vous allez avoir aussi au niveau de vos pensées, eh bien, des pensées du genre, de toute façon, il n'y a personne qui me voit, je suis transparente, mon avis n'a pas de valeur, je n'ai pas d'importance aux yeux des autres, personne ne me demande mon avis. Et donc, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle une fuite. Soit vous allez partir physiquement, voilà, vous allez sortir de ce groupe puisque personne ne fait attention à vous et vous allez même vous valider en disant ben voilà, il y a personne qui vient me chercher, personne me demande pourquoi je m'en vais, etc. Soit vous allez faire ce qu'on appelle une fuite émotionnelle, mentale ou spirituelle. C'est-à-dire que vous allez vous enfermer dans votre bulle. Donc soit dans votre mental, en vous justement continuant à vous sortir des phrases de ce genre, soit en nourrissant justement cette émotion de rejet, donc en l'amplifiant, mais vous allez rester à l'intérieur de vous, donc finalement vous n'allez pas la guérir en acceptant l'émotion, puisque vous n'avez rien qui fait qu'elle va être transmutée. Ou alors, vous allez carrément partir dans la spiritualité. Donc là, il y a beaucoup de gens qui s'enferment dans leur bulle, qui ont essayé d'aller connecter à plus haut, de se dire que c'est comme ça, que c'est la vie qu'on nous a demandé de vivre, que vous voyez avoir ce genre de pensée, de dire que d'être résilient, mais quelque part d'accepter qu'on soit pleinement rejeté, que c'est l'émotion qu'on doit vivre, c'est la blessure qu'on doit vivre, donc c'est comme ça et pas autrement. Et on ne peut rien y faire. Donc, dans le rejet, la plus grande peur qu'on a finalement, c'est la peur panique. C'est-à-dire qu'on a peur de se mettre en panique, de se sentir perdu dans une situation, de ne pas savoir comment réagir. La panique arrive, de nombreuses angoisses peuvent arriver qui sont reliées. On peut avoir notamment des paniques qui sont liées avec parler devant des gens où ça crée une énorme panique et on la ressent physiquement dans notre corps. Donc, cette panique, elle va être plus ou moins importante selon ce que vous vivez. Donc, dans la blessure de rejet, que je vous donne un peu plus d'éléments quand même, dans la blessure de rejet, le masque, c'est le masque du fuyant. Donc, comme je vous ai dit, on emploie la fuite. Cette blessure, elle va arriver entre le moment de votre conception et les 1 an de vie. Donc, vous voyez qu'elle arrive très tôt.
Alors ça peut être des choses flagrantes comme un enfant qui est non désiré. Par exemple, une petite fille qui arrive et sa maman ne la désirait pas, et bien elle va forcément impacter une blessure de rejet puisque tout le long de la conception, elle va ressentir qu'elle n'est pas désirée. Et donc la blessure de rejet va s'activer de cette manière-là. Ça, ce sont les manières les plus simples. Pour un petit garçon, eh bien, ça peut être un papa qui est parti au moment de la grossesse et donc forcément, il va se sentir rejeté aussi, puisque le rejet est une blessure que l'on vit avec le parent du même sexe que nous. Donc, d'où le fait que je vous raconte ces deux manières différentes de voir les choses. Mais ça peut être complètement différent, c'est-à-dire que ça peut être un rejet qui est dû au fait qu'une maman, elle est due partir travailler aux 2 mois de son enfant et là, elle n'y est pour rien. Il faut qu'elle aille travailler, sauf que sa petite fille, elle se sent rejetée parce que sa maman n'est plus présente avec elle. Donc, je vous amène tout ça pour que vous compreniez que ces blessures, on n'a pas besoin de se dire, par exemple, si on est parent, de se dire que c'est pleinement notre faute, qu'on a fait des choix qui ont fait que cet enfant est malheureux, que cet enfant est malheureux à cause de nous. Non. Un enfant arrive dans une vie, une âme arrive dans cette vie en ayant déjà choisi ses blessures à travailler dans la vie actuelle. Donc, forcément, le parent n'est pas forcément coupable, en fait. C'est juste que cet enfant, il va déclencher ses blessures. Peu importe ce que le parent fait, l'enfant va déclencher les blessures parce qu'il a besoin de les déclencher. Donc voilà pour la blessure de rejet. Le besoin qu'il y a derrière cette blessure, c'est le besoin d'appartenance. On a besoin d'appartenir, d'avoir cette sensation d'appartenir à un groupe, d'appartenir à quelque chose. C'est bien souvent pour ça que cette blessure de rejet, elle est amplifiée à l'adolescence. Parce qu'à l'adolescence, ce besoin d'appartenance, il est important pour tous les adolescents. Ils ont besoin d'appartenir à un groupe, à une énergie, à un code vestimentaire. Vous voyez, c'est vraiment tout ça. Et donc, ceux qui sont dans le rejet, tout ça, ça va être amplifié parce que ils ont l'impression de ne justement pas appartenir à quelque chose, d'être rejeté par les autres. Vous voyez, du coup, c'est les mêmes mots qui reviennent. Souvent, il faut, si vous voulez détecter une blessure, vous allez voir que les mots reviennent dans la bouche de la personne. Le vocabulaire de la personne qui est dans le rejet, ça va être je suis nulle, il se passe rien, il y a rien dans ma vie, je suis inexistant. J'ai envie de disparaître, de toute façon, je suis transparent. Vous voyez, ça va être vraiment ces mots-là. Je vais m'effacer, je suis effacé. Vous voyez, voilà, vraiment toute cette notion qui va en lien avec le fait de ne pas exister. Et donc, dans la blessure de rejet, qu'est-ce que la personne doit apprendre à faire? Eh bien, elle doit apprendre, si elle veut apaiser sa blessure, elle doit apprendre à prendre sa place, à se mettre en avant, à commencer à briller. Alors, à ne pas le faire d'une manière où on va se mettre à hurler pour que tout le monde nous entende, c'est pas ça. Mais commencer à donner son avis, commencer à donner sa propre vérité, commencer à poser ses limites, etc., etc. Donc, la personne qui est dans le rejet va devoir travailler sur le fait de prendre sa place. Nous allons passer maintenant à la personne qui vit de l'abandon. Donc, la personne qui vit de l'abandon, elle aurait tendance à être régulièrement triste, insécure. Vous voyez, on a vraiment cette crainte d'être seul, d'être en insécurité. On a l'impression que de toute façon, s'il n'y a personne autour de nous, à l'intérieur de nous, c'est vide. Il se passe rien. On a vraiment besoin du soutien de l'autre. Et c'est pour ça que le masque de la blessure d'abandon, c'est le masque du dépendant. On dépend de l'autre, on a besoin de soutien en permanence. On a besoin que l'autre fasse toujours attention à nous. Donc, on va réclamer cette attention. Donc, cette blessure, elle arrive à quel moment? Cette blessure, elle arrive entre 1 an et 3 ans. Elle est liée au sexe du parent opposé, donc aux parents du sexe opposé à nous. Donc, par exemple, pour une petite fille, ça va être une impression d'être abandonnée par son papa. Alors, encore une fois, ça peut être réel, c'est-à-dire un papa qui s'en va quand la petite fille, voilà, elle est toute petite, entre 1 et 3 ans. Mais ça pourrait être pour X ou Y raison, c'est-à-dire un papa qui est parti parce qu'à un moment donné, il a pas fait le bisou à la petite avant de partir, et donc ça va déclencher une blessure d'abandon. Vous voyez que des fois, c'est pas grand-chose.
Pour vous donner un exemple, moi, mon fils a déclenché sa blessure d'abandon avec moi, alors que je suis très maman poule, mais il l'a déclenché parce que au moment de la naissance, alors là, vous voyez, ça s'est fait même un peu plus tôt, il a été mis en couveuse pendant 3 heures, et donc du coup, il s'est senti abandonné. Vous voyez, les mots, ils sont justes, ils sont choisis. Donc, cette blessure d'abandon avec le parent du sexe opposé, donc pour une petite fille avec son papa, pour un petit garçon avec sa maman, ça déclenche une peur de la solitude. On a peur d'être seul. Comme on se sent vide à l'intérieur, on se dit que si on est seul, il n'y a plus rien. On est quelqu'un, on est quelque chose que à travers les autres. Et donc à l'intérieur, il n'y a rien. Voilà ce qui se passe pour quelqu'un qui sent que sa blessure d'abandon est activée. Donc, qu'est-ce qui peut se passer dans ces cas-là? Admettons que vous vivez un bon moment, vous êtes en pleine soirée avec des amis, vous êtes chez vous, vous avez invité du monde. Eh bien, au moment où les gens vous disent « je m'en vais », vous allez vous sentir abandonné. Peut-être que la personne s'en va parce qu'elle est fatiguée, parce que voilà, la soirée s'est épuisée et qu'elle arrive au bout. Et la personne qui est dans l'abandon, elle, ce qu'elle va recevoir, c'est qu'elle va être abandonnée, qu'elle va de nouveau être seule, donc il n'existera plus rien si les gens s'en vont. Donc de la même manière, eh bien, ce sont des personnes qui vont avoir besoin de soutien en permanence. Pour prendre une décision, ils vont avoir besoin du soutien d'autres personnes. Pour faire une activité, pour mettre quelque chose en place, ils ne vont pas pouvoir se motiver par eux-mêmes, ils vont avoir besoin du soutien de d'autres. Donc, dans la blessure d'abandon, le vocabulaire qu'on emploie, ça va être justement ces mots-là. Je me sens seule, je ne supporte pas d'être toute seule, je me fais bouffer, on ne me lâche pas. Voilà, j'ai peur qu'on me lâche, vous voyez, c'est vraiment ces expressions-là. Ou alors, de toute façon, il est absent, j'ai pas de soutien, personne ne vient m'aider. Vous voyez, vous allez avoir ce genre de phrases. Donc finalement, quel est le besoin derrière cette blessure? Eh bien, c'est le besoin d'attention. Ce sont des personnes qui vont attirer l'attention, donc ils vont avoir tendance à parler d'une manière un petit peu victime. Ils vont tendance à vouloir se plaindre justement pour obtenir du soutien. Et qu'est-ce qu'ils pourraient faire justement pour pouvoir pallier à ça? Eh bien, ça serait d'apprendre qu'à l'intérieur, ce n'est pas vide, qu'à l'intérieur, ils ont une grande force. Il faut qu'ils apprennent à être conscients de leur force pour pouvoir avancer et cheminer dans la vie, pas forcément toujours accompagnés. Bien sûr qu'on a besoin des autres, mais il faut que ça soit un réel équilibre entre les deux. Donc, il faut qu'ils se sentent, on va dire, remplis de l'intérieur pour apprendre justement qu'en fait, ils ne sont jamais seuls, puisqu'ils sont nourris à l'intérieur. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est l'exemple de l'oiseau. L'oiseau, quand il est sur une branche, si la branche casse, en fait, il va compter sur ses ailes, donc il va compter sur lui-même. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que la personne qui est dans l'abandon, si la branche casse, pour elle, il n'y a plus rien. Donc, il faut qu'elle apprenne qu'en fait, elle est en capacité de compter sur ses propres forces, justement pour s'envoler. Eh bien, ici, c'est le même principe. Donc, elle a vraiment besoin d'être consciente de ses forces. Voilà pour la blessure d'abandon. Pour la blessure d'humiliation. Donc, la blessure d'humiliation, c'est une blessure qui est liée avec le parent qui nous a appris des choses un peu physiquement. Apprendre la propreté, apprendre à manger, apprendre à marcher. Vous voyez, tout ce qui est physique. Donc forcément, c'est une blessure qui va arriver aussi entre 1 et 3 ans. Voire plus, même des fois entre 2 et 3 plutôt. Donc la personne qui est dans la blessure d'humiliation, elle, ce qui va se passer, c'est qu'elle va vivre beaucoup de dégoût d'elle-même, beaucoup de honte. Elle va être facilement vexée parce que les gens lui renvoient, se sentir rabaissée, faire des choses qui vont faire qu'elle va avoir honte. Par exemple, se tacher pendant un repas alors qu'elle a un t-shirt blanc, elle fait une tache de tomate. Enfin voilà, un truc assez flagrant. Qu'est-ce que ça peut être? Ça va pouvoir tomber, déchirer son pantalon. Vous voyez, des choses desquelles on pourrait avoir honte. Et finalement, des choses pour lesquelles on a pu être grondé justement entre 1 an et 3 ans avec des mots tels que tu es sale, tu manges pas proprement, tu t'es encore fait pipi dessus, mais tu sais très bien qu'il faut aller au pot. Vous voyez ce genre de phrases. Donc encore une fois, le parent entre guillemets ne fait pas ça volontairement. Il n'est pas en train de rabaisser son enfant volontairement. C'est juste que le parent, il essaye de lui inculquer quelque chose. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, l'enfant qui a besoin de vivre la
blessure d'humiliation, lui, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est qu'il déclenche cette humiliation. Il se sent dégoûté de lui-même de ne pas réussir à faire ce qu'on lui demande. Donc, qu'est-ce qu'il va mettre en place, cet enfant-là? Ben, lui, il va mettre en place le besoin de faire plaisir aux autres. Il va faire passer en priorité les autres. Il va faire en sorte de leur faire plaisir. Donc, les gens qui sont dans la blessure d'humiliation, en règle générale, ils sont parfaitement conscients de ce que souhaitent les autres. Ce sont des gens qui vont vous faire des cadeaux, qui vont vous faire vraiment plaisir parce que ils entendent et ils voient justement ce dont vous avez besoin. Alors vous allez me dire c'est plutôt bien, oui, sauf que le souci c'est que la personne qui est dans la blessure d'humiliation, elle aura tendance à complètement s'oublier. Elle ne s'autorise pas à se faire plaisir et donc elle se coupe de la liberté qui va avec justement cette notion de plaisir. Elle n'a pas le droit pour elle de se faire plaisir. Elle rentrerait dans la culpabilité si elle se fait plaisir puisque pour elle, elle ne le mérite pas. Étant donné que justement elle doit avoir honte d'elle, elle doit ne pas se valider finalement, pourquoi elle mériterait de se faire plaisir? Et donc dès qu'elle le fait, elle va forcément culpabiliser. Donc cette personne, le masque de la personne qui est dans la blessure d'humiliation, c'est le masque du masochiste, donc celui qui se force un petit peu à dire oui aux autres tout le temps, qui est incapable de dire non et qui finalement est toujours dans le je fais plaisir à l'autre. Et la peur qui est cachée derrière, c'est la peur de la liberté, c'est la peur justement de cette notion de liberté, mais à travers le plaisir. Et donc, c'est forcément aussi le besoin qui est caché derrière, c'est le même besoin, c'est ce besoin de liberté, c'est ce besoin d'apprendre à se faire plaisir sans culpabiliser. Donc, cette personne-là, dans son vocabulaire, vous allez retrouver des mots comme être digne, être indigne, j'ai honte, petit, gros. Voilà, vous allez vraiment entendre des mots qui sont liés à son caractère un peu dans sa tête, attention, mais un peu sale. Voilà, je suis sale, je suis malpropre. Voilà, il y a tous ces mots-là, toutes ces notions vraiment de dégoût de soi-même en fait. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle a besoin? Eh bien finalement, elle a besoin de se donner le droit d'être, de se donner l'autorisation d'exister, de se donner l'autorisation de se faire plaisir, vraiment de s'apporter des petits plaisirs simples de la vie. Elle a besoin aussi d'apprendre à poser des limites. Avec l'autre, apprendre à dire non, tout simplement, ne plus faire plaisir à l'autre, mais apprendre à se faire plaisir à soi. C'est vraiment toute cette notion de plaisir qui est faussée chez cette personne au niveau de l'humiliation. Ensuite, vous allez avoir la personne qui est dans la blessure de trahison. Alors, la personne dans la blessure de trahison, c'est une personne qui vit beaucoup d'impatience et qui est très méfiante. Dans la blessure de trahison, elle a tout le temps peur d'être déçue, donc elle est dans ce qu'on appelle un état d'alerte permanent. Elle a besoin de contrôle et c'est pour ça que son masque est le masque du contrôlant. Elle a besoin de tout contrôler pour être sûre de ne pas être déçue, pour être sûre de ne pas être trahie. Elle manque de confiance en les autres, mais aussi de confiance en elle-même. Donc la blessure de trahison, c'est une blessure qui arrive entre 2 et 4 ans. Alors la blessure de trahison, elle vient de la blessure d'abandon, c'est-à-dire que une personne qui est dans la blessure d'abandon, un enfant qui est dans la blessure d'abandon, quand cette blessure devient trop difficile à vivre, en fait, elle va basculer dans cette blessure de trahison. Donc c'est toujours relié aux parents du sexe opposé. Et en règle générale, cette blessure de trahison, elle arrive aussi au moment de ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Donc ce moment où l'enfant a envie de se marier avec son parent du sexe opposé. Donc forcément, dans cette blessure de trahison, il y a un moment donné où cet enfant, à travers cette construction psychologique, il a été déçu par son parent. Alors encore une fois, c'est pas forcément que le parent est vraiment fautif, c'est juste que c'est le ressenti de l'enfant qui a besoin d'activer cette blessure. Donc, il a été déçu par ce parent et donc, du coup, il va rentrer dans cette blessure de trahison parce que, justement, cette notion d'abandon, elle est trop forte, elle est trop importante. Et pour s'en protéger, il va mettre en place la blessure de trahison et donc le masque du contrôlant. Il va avoir besoin de contrôler tout ce qui se passe autour de lui pour être sûr, justement, de mettre ses émotions à l'abri.
Donc, dans cette blessure de trahison, la plus grande peur, bien sûr, c'est la peur du lâcher-prise. On a peur de lâcher prise sur les choses, sur tout ce dont on a le besoin de contrôle, donc sur les gens, sur les choses, sur les situations, sur beaucoup de choses. Donc, elles peuvent être ces blessures, attention, hein, vous pouvez avoir des personnes qui sont dans une blessure de trahison qui est très très forte, qui a besoin de tout contrôler, mais il y a des fois, ça peut être assez léger, c'est pas forcément très flagrant. Donc, pour vous donner un exemple, moi, par exemple, qui ai beaucoup cette blessure de trahison, il fut un temps où ça a été jusqu'au point, alors heureusement ça s'est calmé aujourd'hui, mais ça a été jusqu'au point où je ne supportais pas que les gens mettent les couverts au mauvais endroit dans le panier du lave-vaisselle. Voilà, il fallait que les fourchettes soient avec les fourchettes, les couteaux avec les couteaux, etc., etc. Et donc, je passais systématiquement derrière tout le monde, ou même pire encore, j'empêchais les gens de mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle pour pouvoir le faire moi-même et que ce soit bien fait. En tout cas, bien fait à mes yeux. Donc ça, c'est la petite anecdote qui est drôle, mais on peut tous se retrouver des schémas comme ça, où on est un petit peu à l'extrême et où on va pousser les choses un peu à l'extrême. Et si on se regardait vraiment à travers une caméra, on se dirait, ah ouais, quand même, effectivement, bon, faut pas pousser quand même, c'est pas bien méchant si le couteau n'est pas à la bonne place dans le lave-vaisselle, on est d'accord. Donc tout ça, forcément, ça pèse. Donc quel est le besoin finalement derrière cette blessure de trahison? Eh bien, c'est le besoin de confiance. C'est le besoin d'apprendre à faire confiance et c'est le besoin d'apprendre à se faire confiance aussi. Parce que souvent, la personne qui est dans la blessure de trahison, elle va avoir beaucoup de mal à choisir quelque chose, à prendre des décisions parce qu'elle ne se fait pas confiance. Donc, il faut apprendre à se faire confiance et apprendre à faire confiance aux autres. Et c'est très relié aussi dans son apprentissage à faire confiance à l'univers, en ce qu'il peut nous apporter. Et bien souvent, en fait, dans cette blessure-là, on a tendance à vouloir tellement contrôler qu'on ferme la porte à tout un tas d'opportunités parce qu'on ne voit que cette route-là. Voilà. Puisqu'on a contrôlé tout de A à Z. Donc voilà, donc bien sûr, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est vraiment apprendre la confiance, apprendre à se faire confiance et apprendre à faire confiance aux autres au niveau du besoin. Je ne vous ai pas ramené le vocabulaire de la personne qui est dans la blessure de trahison. Donc la personne qui est dans la blessure de trahison, elle va employer des mots comme « est-ce que tu as compris ?» Voilà, il lui faut une confirmation que l'autre comprend bien ce qu'il a dit parce qu'il y a une vraie notion d'impatience aussi parce que ce sont des gens qui sont très rapides dans leur compréhension et donc ils ont du mal avec les personnes qui comprennent de manière plus lente. Donc, ils ont besoin qu'on les comprenne. Ils ont besoin de montrer qu'ils sont capables, qu'ils sont responsables. Donc, ça va être des mots qui vont revenir. Je suis capable, je suis responsable. Mais t'as cru que j'étais irresponsable ou quoi? Voilà, ce genre de mots va revenir souvent. Laisse-moi faire tout seul aussi, parce que la blessure de trahison, comme il n'a pas confiance en personne, il a besoin de faire les choses par lui-même. Je le savais. Le mot confiance revient beaucoup aussi. De toute façon, je peux pas vous faire confiance. Je suis déçue. Le mot déçu revient énormément aussi dans la blessure de trahison. Voilà pour la blessure de trahison. Et donc, pour la dernière blessure, c'est la blessure d'injustice. Donc, la blessure d'injustice, elle, ça va être vraiment une blessure qui va arriver donc du coup plus tard que les autres, entre 4 et 6 ans. La blessure d'injustice arrive parce que les personnes, elles ont tendance à ne pas supporter justement leur blessure de rejet. Donc, le vécu qu'ils ont avec le parent du même sexe qu'eux. Et comme ils ont du mal à supporter cette blessure de rejet, eh bien, ils vont basculer dans l'injustice. Ils vont trouver que ce que fait le parent du sexe opposé est injuste avec eux ou avec les autres, mais surtout avec eux. Donc là, encore une fois, c'est pas vraiment que c'est une vérité absolue, c'est juste que c'est ce que l'enfant ressent parce que c'est ce qu'il a besoin de vivre pour activer sa blessure. Et donc le masque qu'il y a derrière la blessure d'injustice, c'est le masque du rigide. La personne qui est dans la blessure d'injustice, elle vit à l'intérieur beaucoup de colère. Elle a l'impression d'être trop critiquée, d'avoir un besoin de perfection qui est trop poussé. Et donc, du coup, elle va rentrer dans un masque de rigidité pour éviter justement de montrer toute la part émotionnelle. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la personne qui est dans la blessure d'injustice, elle va cacher toute sa part émotionnelle. Elle va s'empêcher de vivre ses émotions. Elle va rentrer dans une rigidité pour être le plus parfaite possible aux yeux du parent du même sexe que lui. Donc sa plus grande peur, en plus, c'est exactement ça, c'est la peur de paraître froid. Et en fait, du coup, en rentrant dans sa rigidité, c'est exactement l'impression qu'il donne aux gens, c'est l'impression de froideur.
Et c'est aussi la plus grande peur. Et c'est souvent, pour chaque blessure, c'est souvent un paradoxe hein, qu'on est en train de vivre, c'est que on active souvent ce dont on a le plus peur. Vous voyez, par exemple, pour la blessure d'abandon, la personne a très peur d'être abandonnée, mais à force de se plaindre, finalement, il finit par être abandonné parce que les gens ne supportent pas qu'il se plaigne. Donc, vous voyez que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et lui, en fait, il se plaint pour attirer l'attention. Voilà. Et bien là, pour le masque de la rigidité avec l'injustice, c'est la même chose. C'est qu'il a peur, lui, de la froideur. Il a peur de sa propre froideur, mais il a aussi peur de la froideur des autres. Il ne veut surtout pas que les gens soient froids avec lui. Quel est le besoin caché derrière? Eh bien, c'est le besoin de liberté. Sauf que cette liberté, elle est différente de la liberté par rapport à la blessure d'humiliation, qui elle était très tournée vers la peur d'être égoïste et vraiment cette notion de mérite. Est-ce que je mérite d'être libre? Est-ce que je mérite de m'autoriser à? Là, la personne qui est dans la blessure d'injustice, elle ne s'autorise pas à ne pas être parfaite. Elle ne s'autorise pas, elle ne se donne pas le droit à l'erreur. Et c'est vraiment cette liberté-là qu'elle doit s'apporter, se donner le droit de faire des erreurs pour pouvoir avancer dans la vie. Le problème de la blessure d'injustice, c'est que quand les personnes vont trop loin dans cette blessure et qu'elles ne se donnent pas le droit à l'erreur, eh bien, elles finissent par devenir tellement rigides qu'elles en deviennent figées dans leur vie. Et qu'elles n'arrivent plus à mettre en place des pas pour pouvoir avancer. Et donc, du coup, elles se sentent bloquées complètement. Donc, du coup, qu'est-ce qu'elles ont besoin d'apprendre à faire? Eh bien, elles ont besoin d'apprendre à respecter leurs propres limites. Elles ont besoin d'apprendre à s'écouter, à écouter cette part d'émotion à l'intérieur d'elles, à les laisser, vraiment à laisser ces émotions sortir, à les accueillir, à les accepter, à se dire que finalement, elles ont le droit. Elles ont le droit à l'erreur, elles ont le droit d'être submergées par leurs émotions, elles ont le droit d'être fatiguées, elles ont le droit d'avoir mal, parce que ça va jusque-là pour la personne qui est dans la blessure d'injustice. Elle ne s'autorise pas non plus à ressentir au niveau du physique. Donc, le vocabulaire de la personne qui est dans la blessure d'injustice, ça va être pas de problème. Il emploie très souvent aussi les mots toujours, jamais, tous les mots qui finissent par en, comme exactement, justement, concrètement, sûrement. Voilà, elle va avoir besoin aussi, comme la personne qui est dans la blessure de trahison, de confirmation. Alors, elle va dire d'accord. T'es d'accord avec moi? Voilà. C'est pas est-ce que t'as compris ce que je dis, c'est vraiment est-ce que t'es d'accord avec moi? Ou est-ce que tu es d'accord pour faire ça? Ou est-ce que, voilà. Donc, elle va employer ce genre de, ou alors très bon, très bien, très beau, très dur. Vous voyez, le mot très, il y a beaucoup ce genre de mots aussi. Voilà pour la blessure d'injustice. Donc, ces 5 blessures. Il faut savoir qu'on a tous au minimum 4 de ces blessures. C'est-à-dire qu'on a tous l'abandon, le rejet, la trahison et l'injustice. La blessure d'humiliation, tout le monde ne l'a pas. Il n'y a que certaines personnes. Maintenant, vous allez sans doute vous retrouver dans une ou plusieurs blessures, mais peut-être dans une principalement. Alors, si vous vous retrouvez dans une blessure principalement, eh bien, ça va être celle-là que vous allez avoir besoin de travailler en priorité. Donc, dans le qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, je rappelle, pour la blessure de rejet, ça va être prendre sa place. Pour la blessure d'abandon, ça va être conscient de ses forces. Pour la blessure d'humiliation, ça va être se donner le droit d'être, se donner le droit de faire et d'avoir. Pour la blessure de trahison, ça va être faire confiance, se faire confiance à soi, faire confiance aux autres. Et pour la blessure d'injustice, ça va être apprendre à respecter ses limites et à s'autoriser à vivre ses émotions et surtout à s'autoriser ce droit à l'erreur. Voilà pour les blessures, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez besoin de me poser des questions à les mettre en commentaire juste en dessous. Je répondrai avec plaisir. Et puis si vous souhaitez aller plus loin sur ces fameuses blessures, eh bien je vous invite à rejoindre les ateliers des déesses puisque le prochain atelier qui a lieu le 13 novembre, donc là dans quelques jours, est sur justement les 5 blessures. Donc on va aller apprendre justement à aller plus loin, à les comprendre mieux, à vous expliquer beaucoup plus que ça, puisque là j'ai pas le temps de vous faire une trop longue vidéo, mais à vous expliquer plus loin comment fonctionnent les blessures, aller vraiment comprendre le besoin caché derrière et surtout
allez pouvoir répondre à l'apaisement de ces blessures, de quelle manière on va bien pouvoir les apaiser pour pouvoir transmuter, pour pouvoir vraiment, moi ce que j'appelle faire des sauts quantiques, c'est-à-dire des changements radicaux dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Et c'est vraiment le but de cet atelier-là, pour le coup, c'est de comprendre comment on peut apaiser cette blessure pour pouvoir transmuter dans la matière et faire ces fameux sauts quantiques qui sont des fois très importants dans nos vies. Donc, je vous invite, si vous souhaitez aller voir plus loin par rapport à cet atelier, allez cliquer sur le lien juste en dessous sur les ateliers des déesses. Donc, dans ces ateliers, vous avez l'atelier sur les blessures de l'âme qui est samedi, mais vous pouvez le prendre quand vous voulez puisqu'il y est aussi en non présentiel, donc en enregistré. Et vous avez aussi 3 autres ateliers. Un atelier qui est déjà passé et qui est donc aussi en non présentiel sur la numérologie. Un atelier qui est vraiment sur savoir comprendre d'où vous venez, donc en termes de famille d'âme, et savoir où vous allez au niveau de votre mission de vie. Donc, on va aller regarder de quelle famille d'âme vous êtes et donc comment vous fonctionnez par rapport à cette famille d'âme. Et ensuite, on va aller voir pourquoi vous êtes fait dans la vie, quelle est votre mission de vie. Donc ça, c'est l'atelier numéro 3 qui arrivera au mois de décembre, mais qui est aussi non disponible, présentiel, disponible, pardon, en non présentiel. Et ensuite, vous allez avoir le quatrième atelier qui, lui, va être comment structurer votre année. Donc là, pour l'année 2022, puisqu'il arrive en janvier, mais vous pouvez le faire pareil à n'importe quel moment, puisque les exercices que je vais vous donner, qui sont à partir de votre intuition féminine et à partir de la numérologie, sont vraiment praticables à tout moment. C'est-à-dire que vous pouvez commencer votre année, voilà, au mois de novembre, et je pourrais faire mon année à partir de maintenant. C'est pas important. Le tout, c'est de comprendre comment ça fonctionne et comment on s'en sert. Donc voilà, je vous invite à aller regarder toutes les infos en dessous. Vous aurez toutes les infos, que ce soit de prix, que ce soit le contenu exact des ateliers, etc., etc. Vous les aurez juste en dessous. Je vous invite donc à les valider si vous souhaitez aller plus loin dans les 5 blessures de l'âme. Franchement, ça vaut le coup au niveau du contenu justement de comment faire ces fameux sauts quantiques. Et pour les autres ateliers, ça vous permettra d'aller plus loin dans votre connaissance de vous-même et de pouvoir vraiment mettre en mouvement une vie qui vous ressemble, une vie qui vous correspond pleinement. Je vous laisse et je vous dis à très vite.